Bienvenue à cette 5e conférence du cycle Déchiffrement en cours des écritures anciennes de l'ILARA, l'Institut des langues rares de l'École pratique des hautes études PSL, cycle soutenu, je le rappelle, par le généreux mécénat des fondations Singer-Polignac et Jan Michalski, que je remercie très vivement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'entendre Claude Rilly, qui est directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École pratique des hautes études sur une chaire Creat Personam, langue et civilisation méroïtique. Dans un parcours universitaire tout entier consacré aux civilisations anciennes du Soudan, Claude Rilly a soutenu une thèse à l'École pratique en 2003 intitulée « Le méroïtique, données lexicales, grammaticales, position linguistique », a longtemps travaillé sur le répertoire d'épigraphie méroïtique, a été directeur de la CEFDAS, la section française de la Direction des Antiquités du Soudan à Khartoum de 2009 à 2014, et a soutenu une habilitation à diriger la recherche à l'École pratique des hautes études en 2018, intitulée « En quête de sens vers une traduction des textes méroïtiques ». Il est également directeur des fouilles archéologiques françaises de Sédenga, en Nubie, membre du bureau directeur de la Société internationale des études nubiennes et correspondant français de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il est l'auteur en particulier, il nous en reparlera dans un instant, de deux ouvrages fondamentaux sur la langue méroïtique, la langue du royaume de Méroé, Paris 2007, qui fait la synthèse critique de l'ensemble des connaissances de l'époque et ouvre sur le futur. Puis, en 2010, le méroïtique et sa famille linguistique, qui établit de manière ferme et définitive l'appartenance du méroïtique au groupe dit SON, Soudanais Orient Occidental Nord, et plus largement à la famille nilo-saharienne, préambule nécessaire au déchiffrement continu de cette langue. Je signale également, plus récemment, en 2021, une histoire et civilisation du Soudan, de la préhistoire à la conquête de Mehemet Ali, qui donne une introduction complète à ces civilisations. Voilà, c'est un très grand plaisir de nous accueillir avec nous, malgré les quelques petits problèmes techniques que nous avons eus, et nous nous réjouissons de vous entendre. Bien, bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend, que sur la partie technique, ça marche. Bien, donc c'est également un plaisir pour moi, pour la deuxième fois en 3 ans, d'intervenir dans le cadre de l'ILARA. J'avais présenté déjà, donc il y a un petit moment, l'écriture méroïtique, et aujourd'hui, dans le cadre de ce cycle consacré au déchiffrement, nous allons parler du déchiffrement de la langue méroïtique. Il faut qu'on soit bien clair, le problème n'est pas de comprendre une écriture, c'est déjà fait, l'écriture a déjà été déchiffrée, mais de comprendre une langue derrière cela. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'on a déchiffré une écriture qu'on va comprendre la langue. Le cas de l'étrusque, par exemple, qui est écrit dans un alphabet parfaitement compréhensible, puisque c'est l'ancêtre d'une autre, montre que le fait de pouvoir lire les inscriptions étrusques, lire, c'est-à-dire lettre à lettre, ne permet pas forcément de donner un sens, une traduction. C'est le même problème ici pour le méroïtique. Alors avant tout, voilà, avant tout, je voudrais quand même avoir une pensée pour ce qui est un peu mon deuxième pays, le Soudan, qui est en guerre, et j'espère que cette guerre arrivera très vite à sa fin. Évidemment pour nous, archéologues, pour pouvoir y retourner, mais surtout pour la population qui souffre énormément. Alors, situons d'abord ce Soudan à la fois géographiquement et historiquement, parce que il est vrai que l'histoire de l'Égypte pose généralement pas de problème aux gens qui ont une toute petite instruction sur l'histoire mondiale, mais par contre, être capable de savoir où se trouvait le pays de Couche, qu'on appelle parfois la Nubie, qu'on appelait autrefois l'Éthiopie, ça c'est autre chose. Alors nous sommes au sud de l'Égypte, et sur le territoire des cataractes, qu'on appelle aussi donc le Nil moyen. Le territoire commence à peu près au sud d'Assouan, avec une partie jusqu'à la deuxième cataracte qui a été partagée tour à tour entre l'Égypte et le royaume de Couche. Et au sud, on ne sait pas très bien jusqu'où ça allait, certainement jusqu'à Khartoum, mais peut-être un petit peu plus au sud aussi. Mais le royaume est essentiellement une sorte de long ruban qui se trouve de chaque côté, si vous voulez, du cours très tortueux à cet endroit-là du Nil. Ce royaume de Couche a connu plusieurs royaumes successifs.
Le premier, c'est le royaume de Kerma, hein, vous voyez où ça se situe, près de la troisième cataracte. Hein. Le second, beaucoup plus tard, c'est le royaume de Napata. Et puis, la troisième capitale, c'est Méroé, hein, qui est la plus connue, évidemment, des trois. Alors, le royaume de Kerma a donc existé en tant que, finalement, premier royaume historiquement connu d'Afrique subsaharienne, de 2500 à peu près 1400 avant Jésus-Christ. Je vais passer assez vite parce que, effectivement, je voudrais arriver très rapidement sur les questions de déchiffrement, mais il est quand même nécessaire d'avoir un petit aperçu historique. Donc à partir de 1550 jusqu'à peu près 1400, on sait maintenant qu'il a fallu plus d'un siècle aux Égyptiens pour conquérir le royaume de Kerma. Hein. À partir de là va s'installer donc une colonisation dont le but principal est d'ailleurs économique. Hein. On va pressurer un peu ce pays et puis essayer d'obtenir des produits africains par son intermédiaire, notamment tout ce qui est ivoire, ébène, qui vont servir à la fois au luxe de la royauté et aussi à des cadeaux diplomatiques qu'on va retrouver jusqu'au Moyen-Orient. Donc cette colonisation se termine à peu près vers 1000 ou 900 avant Jésus-Christ. On ne sait pas exactement, il semble que le retrait des Égyptiens se soit fait de manière assez progressive. Et non loin de là, au cœur, si vous voulez, de l'ancien empire de Kouch, une petite principauté autour de la ville de Napata, au pied de la montagne sainte du Djebel Barkal, va se constituer en État très influencé par l'Égypte, au point d'avoir des institutions qui en soient copiées, et une armée qui va devenir plus redoutable que celle des Égyptiens, au point que la dialectique de le maître et de l'esclave va s'inverser, et ce Soudan ancien va fournir une dynastie royale en conquérant l'ensemble de l'Égypte. C'est la 25e dynastie, qu'on appelle parfois les pharaons noirs, hein, qu'on appelait autrefois la dynastie éthiopienne. Bon, maintenant on utilise ce terme de Kouchite. Elle va durer à peu près jusqu'en 664, époque à laquelle les Assyriens s'emparent de l'Égypte et expulsent les Kouchites vers leur terre d'origine. Et le pays égyptien a été conquis par les rois de Kouch à partir de 723, avec les conquêtes du fameux roi Pianki, hein, qu'on peut considérer comme le premier roi de la 25e dynastie, même si tout le monde n'est pas d'accord pour le placer à l'intérieur de cette dynastie. Voici d'ailleurs ici la stèle triomphale qui se trouve au musée du Caire. Hein. Les Égyptiens réclament très souvent qu'on leur rende ce qui leur appartient, mais ils possèdent quand même des documents absolument capitaux sur l'histoire du Soudan. À partir de là, les Kouchites se replient donc sur leur terre d'origine et commencent donc ce qu'on peut appeler le deuxième royaume de Napata, un royaume qui, cette fois-ci, est centré sur le Nil moyen, hein, avec l'espoir d'un jour reconquérir l'Égypte, espoir qui ne s'est jamais concrétisé. Pendant un certain temps, jusqu'à la fin du royaume de Napata, vers 270, on va utiliser dans les écrits l'égyptien. Donc la langue que parlent les sujets du roi de Kouch et les rois de Kouch et leurs familles eux-mêmes, c'est le méroïtique, une forme ancienne du méroïtique, qu'on connaît uniquement par les noms propres, puisque les textes, lorsqu'un souverain décide d'en éditer un, doivent être traduits en égyptien. On n'écrit pas le méroïtique. C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent dans l'histoire du monde. Prenez tout simplement le haut Moyen-Âge en Europe, les gens parlent des langues germaniques, des langues latines, etc., qui ont beaucoup évolué, mais lorsqu'on veut mettre quelque chose par écrit, un texte officiel, il sera en latin. Hein. Donc il va falloir le traduire en latin. Hein. Donc c'est exactement ici la même chose qui s'est produite jusque, je vous dis, à peu près le début du royaume de Méroé. Alors ce royaume de Méroé commence à peu près vers 300, 270 avant Jésus-Christ, par l'établissement d'une nouvelle dynastie. Cette dynastie vient du sud, elle vient de la région de Méroé, et donc les souverains vont se faire enterrer
là où étaient enterrés leurs ancêtres, c'est-à-dire à Méroé, et plus exactement à Bedjaouia, qui est le nom de la partie de Méroé où se trouvent ces pyramides absolument étonnantes, hein, bâties à une époque où on n'en fait plus, depuis très très longtemps en Égypte, et à partir, donc, je vous dis, de 270. Alors, en ce qui concerne la langue officielle, eh bien, cette fois-ci, elle va être dotée d'une écriture. On ne sait pas exactement, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, hein, notamment grâce à certaines découvertes, et l'écriture méroïtique que je pensais, c'est ce qui est écrit dans mes premiers ouvrages, être apparue vers 180 avant Jésus-Christ, maintenant nous pensons qu'elle est apparue à peu près 100 ans plus tôt. Très vite, elle devient une écriture officielle, hein, comme vous le voyez ici. Il s'agit non pas de hiéroglyphes, mais d'une écriture cursive qui est imitée, adaptée de l'écriture démotique égyptienne, mais avec un système extrêmement simple, puisqu'il n'y a que 23 signes, alors qu'à cette époque-là, dans les hiéroglyphes égyptiens, on compte à peu près 3000 signes. Hop, un petit peu plus tard, hein, se met donc en place, à peu près à l'époque du roi Tanéi Damanik que vous avez vu précédemment, une écriture, cette fois-ci, hiéroglyphique. En fait, c'est une écriture un peu artificielle, hein, qui a probablement été créée par des lettrés. Hein, on a suffisamment de preuves qu'il ne s'agit pas d'une évolution naturelle depuis une autre écriture, hein, et qui correspond exactement à l'autre, 23 signes, sauf que ces signes étant des hiéroglyphes, ils ont une vertu magique qui permet de les utiliser dans les temples à la place des hiéroglyphes égyptiens. Donc à partir du moment où cette écriture a été créée, on trouve plus beaucoup de textes égyptiens officiels, notamment dans les temples, mais on trouve des textes écrits en méroïtique. Le royaume de Méroé s'éteint, en fait, victime d'invasion, un petit peu comme ce qui se passe en Europe à la même époque, vers 330-350 après Jésus-Christ. Alors il s'éteint sous les coups, en fait, de deux populations. D'un côté, les Aksumites, venus donc de l'actuelle Éthiopie, hein, et puis surtout, hein, des peuples nomades qui guettaient depuis très longtemps la possibilité d'accéder à la seule oasis pérenne qui existe dans la région, qui est la vallée du Nil, hein, les Noubas. Hein. Donc c'est Nouba, hein, un mot qui veut dire esclave en méroïtique, hein, c'est pas évidemment un compliment. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'or, hein, comme on trouve souvent dans la littérature secondaire. Hein. Eh bien ces Nouba vont donner leur nom à la région, ça va être la Nubie, en fait le terme n'apparaît pas avant, et remplacer l'élite méroïtique. Vous voyez ici un des premiers rois Nouba connus, hein, par son nom, historiquement, vers 450 de notre ère, le roi Silko. Donc ce roi Silko, eh bien cette fois-ci, rompt avec la tradition méroïtique, puisqu'il adopte le grec pour ses inscriptions, et notamment cette fameuse inscription du temple de Kalabcha, où il se proclame, hein, je ne sais pas si vous savez lire le grec, hein, Ego, hein, Silko, Basiliskos, hein, moi, Silko, roi, et ça se poursuit donc des Noubades et de tous les Éthiopiens. Un petit peu plus tard, on ne sait pas exactement quand, après en tout cas la christianisation des royaumes nubiens, qui se fait à peu près vers 550 de notre ère, va être créée une écriture à partir du copte, comme vous pouvez le voir ici, avec quelques signes méroïtiques, qui va permettre de transcrire le vieux nubien. Donc je voulais aller jusque-là, parce que vous allez voir que j'en aurai besoin dans mon propos un petit peu plus loin. Donc voici, en ce qui concerne la présentation géographique et historique du royaume de Kush. Alors cette écriture, le méroïtique, est redécouverte en fait au moment où le Khedive Mehemet Ali envoie une expédition pour conquérir le Soudan en 1820. Hein. Autour de lui se trouvent certains savants, dont un Nantais, Frédéric Caillot, qui va être le premier pas le tout premier, mais enfin le premier à recueillir un grand nombre d'inscriptions. Mais on ne sait pas ce que c'est. Hein. On appelle ça des caractères éthiopiens, hein, avec toujours l'idée que ce pays s'appelle l'Éthiopie. Il changera de nom, enfin l'Éthiopie était appelée Abyssinie à cette époque-là, et le changement de nom s'est fait en fait qu'au XXe siècle. En 1911,
après assez peu de temps d'enquête, le Britannique, un égyptologue absolument génial, Francis Llewellyn Griffiths, arrive à déchiffrer l'écriture méroïtique. On parle bien d'écriture. Et il publie en 1911, donc dans la préface de ce livre, Karanok, les inscriptions méroïtiques de Chabloul et Karanok, dans la préface, il explique son déchiffrement, et un petit peu plus que ça, il arrive quand même à comprendre certains mots, quelques règles grammaticales assez simples, mais en revanche, la question se pose de savoir à quelle famille de langue appartient le méroïtique. On pensait que le nubien, qui l'a remplacé, vous avez vu tout à l'heure des textes en vieux nubien, pouvait être un petit peu le copte du méroïtique. Un petit peu, donc le copte a permis à Champollion de comprendre l'égyptien, puisque c'est le descendant le plus récent de la langue égyptienne. Eh bien, on espérait la même chose pour le méroïtique, et que le vieux nubien permette de comprendre le méroïtique. Et Griffiths s'y est escrimé lui-même. Mais très vite, il abandonne en disant non, il n'y a pas de lien véritablement. Les liens qui peuvent exister, ça doit être des emprunts. Donc, ce déchiffrement effectué, qui est un déchiffrement uniquement de l'écriture, va se poursuivre pendant plus d'une centaine d'années, puisque nous sommes en 2025 et que le déchiffrement date de 1911. Le travail de déchiffrement, je ne sais pas si on peut appeler ça déchiffrement, décryptage, si vous préférez, ou tout simplement traduction, de la langue elle-même. Alors bon, je ne vais pas passer en revue absolument tous les gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a quelques grands noms qui doivent être cités. Celui de Fritz Hinze, qui a été vraiment le pape du méroïtique, pape est-allemand, qui est décédé donc en 1993 en laissant une littérature abondante, dont cette essai de grammaire, article sur la grammaire méroïtique. Et après lui, à peu près en même temps, une personne également qu'on oublie très souvent et qui a eu un rôle extrêmement important, y compris pour moi, c'est Inge Hoffmann. D'ailleurs, elle était tellement discrète que c'est la seule photo qu'on possède d'elle. Et on voit à peine son visage, elle est en train de recharger son appareil photo. J'ai eu beaucoup de mal à la voir. Bien, et elle a écrit donc quelque chose qui est vraiment fondateur, qui s'appelle donc Matériel pour une grammaire méroïtique. Et c'est donc dans les pas de Hinze et de Inge Hoffmann que j'ai continué ce travail, avec notamment en 2010 la publication du méroïtique et sa famille linguistique, qui, comme Andreas vous l'a dit en introduction, a établi à quelle famille de langues appartenait ce méroïtique, quelque chose qui avait été débattu, et ardemment, parfois férocement, pendant une centaine d'années. Alors voilà, bon, très rapidement, ce à quoi j'ai abouti. Donc le méroïtique est une langue qui appartient à ce groupe dit nilo-saharien, donc une sorte de superfamille, une des 4 superfamilles de langues qui existent en Afrique. Pour vous donner un exemple, par exemple le Toubou, qui est une langue du Tchad, est complètement à l'opposé le Maasai, la langue de guerriers bien connue, appartiennent à ce grand groupe nilo-saharien. Mais ce sont des langues très éloignées du méroïtique, aussi bien l'une que l'autre. À l'intérieur du nilo-saharien, il y a un groupe soudanique oriental, et j'ai défini à l'intérieur de ce groupe soudanique oriental un sous-groupe que j'ai appelé soudanique oriental nord. Alors comme c'est un peu long, S-O-N, SON en abrégé, ça suffira. À l'intérieur de cela, donc de ce groupe SON, le méroïtique est proche du nubien, qui est une famille de langues parlées au Soudan et en Égypte. De l'autre côté se trouve le Nara, qui est parlé en Érythrée, qui est également assez proche. Et puis 2 groupes un petit peu plus éloignés, le groupe Taman, qui est parlé au Tchad et au Soudan, mais véritablement au Darfour, qui comprend surtout 2 langues, le Tama et le Mararite. Je vous le dis parce que je vais avoir besoin de ça un petit peu plus loin. Et puis le groupe Nima, sur lequel j'ai travaillé personnellement, bon, comme le Nara d'ailleurs, sur lequel j'ai travaillé personnellement, et qui est un groupe de 2 petites langues qui sont parlées dans les monts Nouba, donc au cœur du Soudan.
En 2000, donc, est paru, après 40 ans de travail, de la part du professeur Leclan et de ses collaborateurs, hein, dont vous voyez les noms ici, moi étant arrivé en dernier, donc le répertoire d'épigraphie méroïtique a pu enfin être publié. Il s'agit vraiment d'un répertoire et les textes ne sont pas traduits, hein, c'est une sorte d'inventaire, et donc il y a encore un énorme travail à faire derrière, hein. En tout, il y a à peu près 2000 textes, ce qui n'est pas mal parce que beaucoup de textes sont très longs, hein. Il y a énormément de langues anciennes qui ne sont pas comprises. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, hein. Ici, nous avions le gaulois. Eh bien, on ne comprend pas les longs textes en gaulois. On comprend de mieux en mieux, mais on a vraiment du mal, hein. Et 2000 textes, c'est plus que la plupart des langues anciennes mal connues, hein. Vous donner un exemple. Il existait une langue ancienne, probablement celtique au Portugal, qu'on appelle le lusitanien, hein. Il y a 5 inscriptions, hein. Donc on n'est pas prêt véritablement de déchiffrer le lusitanien. Avec 1000 longues inscriptions, vous voyez, entre 20 et 161 lignes, eh bien on a un peu d'espoir d'arriver à comprendre de mieux en mieux cette langue. Alors, également, un autre atout pour le déchiffrement de la langue, c'est la grande variété de genres textuels que nous avons, hein. Alors nous avons, bon, ce qui existe le plus, ce sont voilà, les inscriptions funéraires, hein. En tout, je pense qu'il y en a à peu près plus de 600, hein. Mais nous avons aussi des chroniques royales, des textes royaux, c'est ceux dont je vais parler. Des textes religieux, vous les voyez, ils sont écrits en hiéroglyphes, hein, je vous avais expliqué pourquoi tout à l'heure. Quelques dédicaces d'objets, des textes magiques, dont celui-ci qui est écrit, hein, sur un rouleau de cuir. C'est pas un rouleau, c'était en fait une sorte de rectangle de cuir qui a été plié et de façon à pouvoir être attaché au bras comme un talisman, hein, chose qui existe encore aujourd'hui en Afrique, mais avec des sourates du Coran, plutôt qu'avec des textes magiques méroïtiques. Et puis, on trouve aussi des pièces comptables, hein, vous voyez cet ostracon qui a été découvert il n'y a pas très très longtemps, en 2017, je crois. Alors, ce qu'on connaît surtout et qu'on comprend le mieux, ce sont les textes funéraires. Parce que déjà, Griffiths avait commencé à travailler là-dessus, avait déjà bien avancé la traduction. Hinze a continué, un petit peu moins Hoffman, et puis j'ai continué de mon côté. Et donc, on a des textes qu'on comprend parce que il est vrai qu'ils sont en partie stéréotypés. Pas totalement, parce que la stéréotypisation complète, ça, c'est pas dans l'esprit des méroïtes, hein. Ils rajoutent toujours, chaque scribe va toujours rajouter quelque chose d'original. Alors là, la très belle scène que vous voyez, hein, j'espère qu'elle est encore au musée de Khartoum, où beaucoup de choses ont été volées, hein. Nous l'avions trouvée à Sédenga en 2015. Alors voilà, là, ce sont des textes qu'on comprend bien. Lorsqu'on m'amène, hein, ce qui est assez fréquent, hein, on m'amène un nouveau texte funéraire méroïtique, normalement, en quelques minutes, pratiquement, je peux traduire pratiquement tout, hein. Mais c'est uniquement sur ces textes-là. Donc en général, voilà le schéma moyen qu'on trouve à peu près partout, souvent avec des extensions que je n'ai pas mis ici, hein, par exemple décrivant certains aspects de la biographie du défunt, hein. Alors au départ, n'oublions pas que c'est une civilisation à base égyptienne, donc on commence par invoquer Isis et Osiris, les dieux de l'au-delà, hein. Voici X, homme ou femme. Il ou elle a été engendré par Y. En général, la mère est en premier. N'oublions pas que nous sommes dans une civilisation qui est matrilinéaire, hein, c'est-à-dire que l'héritage se fait, y compris l'héritage royal, la lignée royale se fait par les femmes, hein. Et donc, en général, en majorité, je dirais, la mère est citée en premier, hein, exactement l'inverse de l'Égypte, où c'est souvent la filiation paternelle qui est donnée et souvent la seule, hein. Il ou elle a été engendré par Z, donc le nom du père. Parfois, on n'a même pas le nom du père, on a sa fonction. Donc, il rajoute un petit peu de prestige au défunt, mais en ce qui concerne sa personnalité, bon, ça, c'est autre chose. Et puis, un certain nombre de bénédictions, alors ça va jusqu'à X, hein, mais celle qu'on trouve le plus, c'est A, B, C. Donc, puissiez-vous lui faire boire de l'eau en abondance, hein, puissiez-vous lui faire manger du pain en abondance, et puissiez-vous lui faire servir un bon repas. Voilà, donc ça pose pas trop de problèmes.
Maintenant, passons aux textes royaux. Et vous allez voir que là, il y a des trous partout. Hein. Donc, je prends un extrait de la stèle bien connue qu'on appelle stèle d'Aquinidad. Enfin, quand même, la mère d'Aquinidad, la Candace Amanirenas, hein, la reine-mère Amanirenas, est citée aussi. Donc, j'ai mis les deux. Hein. Le REM, ici, comme vous voyez, c'est le numéro du répertoire d'épigraphie méroïtique. Alors, il s'agit des dernières lignes de cette stèle qui se trouve au musée, au British Museum. Alors, quand on essaie de comprendre, eh bien, vous voyez que très souvent, il y a des points d'interrogation. Donc, ça commence par Amon de Napata, pas de problème. Par contre, Pidelake, ben non, c'est pas ce que ça signifie. Deuxième ligne, eux, ensuite quelque chose qu'on ne comprend pas, puis ils ont traversé vers l'ouest. Ensuite, la ligne suivante, absolument... Enfin, il y aurait des petites choses à dire, il n'y a rien qu'on comprend absolument pas du tout. Maintenant, au point où nous sommes, nous voyons quand même quelques racines, etc., mais nous ne sommes pas capables, ici, d'arriver à une traduction. Ça ne veut pas dire qu'on comprend absolument rien. Hein. Mais en revanche, je ne peux pas, effectivement, mettre décemment une traduction totalement hypothétique. Et puis, la dernière ligne, donc, un mot qu'on ne comprend pas, sous la protection de, hein, ça, on ne sait pas non plus. Après, il est question de bétail, et d'avoir offert, probablement au dieu, peut-être Amon de Napata, 1032 têtes de bétail. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'on ne comprend rien, hein, mais ce n'est pas vraiment suffisant pour qu'on puisse donner une traduction suivie. Alors, je présenterai donc ce que maintenant on est capable de traduire à l'intérieur de ces textes royaux, qui ne sont pas très nombreux, une vingtaine. Hein. Donc d'abord le protocole initial, hein, et notamment son rôle en tant qu'élément de datation. Ensuite, la liste des ennemis tués et du butin qui a été constitué. Et enfin, l'identification des ennemis. Donc, effectivement, dans la plupart des stèles, nous avons des récits de campagnes militaires. Alors, ces inscriptions royales méroïtiques entrent dans un héritage relativement ancien, c'est-à-dire celui de toutes ces inscriptions royales couchites qui existaient auparavant et qui étaient écrites, elles, en égyptien. De ce fait, on les comprend bien. Hein. C'est le cas de la première, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la stèle de la victoire du roi Pianki, donc une inscription en hiéroglyphe égyptien sur 159 lignes, et qu'on comprend parfaitement. Alors elle est vraiment dans la tradition du récit royal égyptien, mais il y a quand même des choses qui sont assez originales par rapport à leur modèle égyptien, et qui viennent très probablement non pas des scribes égyptiens qui ont rédigé cela, mais de leurs commanditaires, c'est-à-dire de Pianki et de sa cour. C'est encore plus net pour les stèles du IVe siècle de notre ère, hein, toujours écrites en égyptien. Voici ici celle du roi Arsiotef. Hein. Si vous avez visité le musée d'Assouan, elle est dans les jardins du musée d'Assouan. Hein, et elle fait 161 lignes. Donc toujours de l'égyptien, à part évidemment le nom des rois, des reines, etc., qui, lui, est en méroïtique, bricolé avec des hiéroglyphes égyptiens. Alors nous passons maintenant vers 150 avant Jésus-Christ à des inscriptions royales qui cette fois-ci sont méroïtiques. Hein. Voici la grande stèle du roi Tanéi d'Amani, qui a été trouvée par George Resner dans le temple d'Amon du Djebel Barkhan, mais qui est aujourd'hui au Museum of Fine Arts à Boston. Hein. Alors ici, cette fois-ci, on trouve des écritures méroïtiques à la fois hiéroglyphiques et cursives. Hein. Hiéroglyphiques dans les cartouches, dans le cartouche, ici, où se trouve le nom du roi plus les formules de logis. Et puis, ici, en cursif, commence un texte qui fait 161 lignes, c'est-à-dire exactement la même longueur que celle que nous avons vue pour Arsiotef en égyptien avant. C'est probablement pas un hasard. Alors, la plus connue, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la stèle d'Aquinidad et de la reine Amanirenas, hein, qui est conservée au British Museum. Elle a été trouvée en même temps qu'une autre, qui était très mal conservée, qui est restée à Khartoum. On ne savait pas d'ailleurs jusqu'où elle était, jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée dans les réserves du musée en 2015. Hein. Alors là, je pense qu'elle est toujours dans le musée. Enfin, elle a dû être laissée où elle est, parce qu'elle est vraiment très très lourde. Hein. Ça m'étonnerait qu'on l'ait transportée. Puis comme vous pouvez voir, son état de conservation est terrible. Hein. Là, la photo n'est pas floue. Hein.
c'est simplement qu'effectivement, toutes les lignes sont rayées et seules les premières lignes sont lisibles. Un petit peu avant, en fait, hein, là j'aurais dû mettre celle-ci avant la précédente, hein, vers la jonction entre 1er siècle et avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, hein, se trouve ce qu'on appelle l'obélisque. En fait, c'est une stèle qui a 4 faces. Hein. Alors, effectivement, comme elle est assez massive, elle ressemble à un obélisque, mais c'est une stèle. Hein. Elle est écrite donc en cursive méroïtique, hein, et je l'ai publiée en 2000. Alors, il y a des petites choses, mais qui sont toujours intéressantes. Hein. Celle-ci est au musée de Carima. Malheureusement, elle n'est pas complète. C'est une stèle, donc, au nom d'Amanitoré et du prince Arikan Raror, donc à peu près vers... disons 50 après Jésus-Christ, 50-60 après Jésus-Christ, et qui est écrite également donc en cursive. Voilà, et puis on saute jusqu'à la dernière inscription royale méroïtique, qui n'est pas celle d'un roi méroïtique, hein. Elle date, vous voyez, de 420 de notre ère, c'est-à-dire presque un siècle après la chute de Méroé, mais un roi d'une ethnie nomade qu'on appelle les Blémis, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, hein, donc qui se sont emparés d'une partie de la Basse-Nubie après la chute de Méroé, hein, et qui ont ensuite d'ailleurs été expulsés par les rois Noubades. Cette dernière inscription, pour une raison qui n'est pas claire, hein, n'est pas en grec, mais en méroïtique. En ceci dit, elle a un très long protocole qui est totalement copié sur une stèle méroïtique plus ancienne qu'on connaît. Voilà, donc après cela, le méroïtique disparaît des radars. Il apparaît par 3 signes dans l'alphabet vieux nubien, dont on peut imaginer qu'il a été élaboré donc par peut-être ceux qui ont évangélisé les royaumes nubiens médiévaux. Hein. Donc ça laisserait supposer que le méroïtique était encore connu, et son écriture était encore connue vers 550, puis ensuite il disparaît totalement. Et ne laisse aucune descendance. Alors revenons à la stèle d'Aquinidad et de la reine Amanirenas. Hein. Donc voici le facsimilé qui avait été publié donc, par Griffiths dans le Journal of Egyptian Archaeology. Et intéressons-nous au protocole initial. Donc vous avez ici le texte lui-même en méroïtique, mais en transcription en lettres latines. Hein. Et on comprend ceci maintenant parfaitement. Hein. Donc Amanirenas, la souveraine, la Candace, c'est-à-dire la reine-mère, hein, étant souveraine. Et entre les deux, hein, il y a ce mot un peu, ce groupe un peu curieux qui est Yitanide Bachela, hein, et donc que j'ai pu comprendre grâce à d'autres mots de la même racine, c'est celle qui les subjugue, qui les met sous elle. Alors c'était assez curieux, qu'est-ce que ça venait faire au début de la stèle? Eh bien pour comprendre ça, il faut regarder juste la ligne avant ce début, et comme vous le constatez, vous voyez des théories de prisonniers qui sont saucissonnés, hein, et d'ailleurs parmi eux, vous en voyez un qui a un casque, hein, et qui est probablement un Romain. Hein. Donc on aura l'occasion de revenir après là-dessus. Et le texte continue par, donc, Akinidad étant prince, étant vice-roi, hein, vice-roi de Nubie, hein, c'est-à-dire représentant... Bon, à cette époque-là, c'est un petit peu... C'est pas encore totalement établi par la suite. Le vice-roi de Nubie, c'est celui qui représente le pouvoir central de Méroé sur cette région de Basse-Nubie qui est limitrophe de l'Égypte. Alors prenons maintenant une autre stèle où Akinidad est toujours là. Il est prince, mais il n'est jamais devenu roi, on ne sait pas pourquoi. Hein. Et cette fois-ci, Amanirenas a été remplacé par une autre Candace qui s'appelle Amanichareto et qui est assez fameuse. Donc le début du texte présente... alors là, je ne l'ai pas traduit parce que ça pose problème. À l'Équessé, on n'est pas très d'accord tous là-dessus. C'est peut-être à partir du nubien quelque chose qui veut dire en vérité et qui commencerait beaucoup de textes. Par la suite, il y a une invocation à Isis, Isis de Labatone, Isis de Méroé, et aussi de Aroda, on ne sait pas très bien où est-ce que c'est. Hein. Et puis ensuite, un texte extrêmement abîmé, et suit le protocole royal proprement dit. Hein. Donc Amanichareto étant souveraine, hein, avec ce mot kouré, hein, qui signifie à la fois roi ou reine régnante. Le méroïtique est une langue où il n'y a pas de genre grammatical.
Donc un petit peu, si vous voulez, comme l'anglais en mettant les pronoms de côté. Et donc en anglais, dancer, par exemple, c'est aussi bien un danseur qu'une danseuse. Et pareillement, kore, hein, en méroïtique, c'est aussi bien un roi qu'une reine, mais pas une épouse royale. Hein, une reine qui règne, hein, et notamment les reines-mères, qui sont dont un grand nombre est connu, à peu près sur cette époque, 1er siècle avant, 1er siècle après. Alors, la ligne suivante nous présente Akinidad avec un mot qui n'est pas très très sûr. Hein. Akinidad étant Khonsu, étant prince. Khonsu, c'est donc le fils d'Amon et de Mout. Et donc, on est ici dans une comparaison de la famille royale avec la triade thébaine et aussi triade de Napata, c'est-à-dire Amon de Napata, Mout et puis Khonsu, qui est aussi appelé en méroïtique Akwidis, c'est-à-dire la lune. Vient un problème qui nous ennuie beaucoup, c'est que dans ces stèles royales, il n'y a pas de date. Or, dans toutes les stèles égyptiennes royales, vous avez systématiquement une date précise. Et la chose va continuer d'ailleurs dans les textes napatéens. Je vous prends un exemple ici. Nous sommes sur le dernier grand texte napatéen écrit donc en hiéroglyphe égyptien. La stèle de Nastasen, qui est aujourd'hui au musée de Berlin, et vous avez donc la datation tout au début. Hein, en 8, premier mois de l'hiver, hein, jour 9. Hein, vous voyez les petits traits qui correspondent donc aux chiffres. Malheureusement, on n'a absolument pas ça en méroïtique. Le méroïtique, enfin, les textes méroïtiques sont beaucoup dans la suite des textes égyptiens, mais parfois il y a une tradition véritablement autochtone qui ne cède pas. Et beaucoup d'exemples pourraient être donnés, hein, mais effectivement, la datation ici ne va pas être donnée en année régnale, hein, mais par simplement le nom des principaux dignitaires du royaume. Alors, cette datation éponyme, bon, elle existait à Rome, vous savez bien, on donnait le nom de l'année par le nom des deux consuls. Hein. C'est donc une année éponyme. Hein. Et ça, donc, c'est un petit peu la même chose qu'on peut retrouver aussi un petit peu plus tard, à l'époque chrétienne, au Soudan. Hein. Et je vous cite donc un extrait d'un document vieux nubien qui date du XIIe siècle. Hein. Donc je ne vais pas lire le vieux nubien. Ça prendrait beaucoup de temps. Ça commence évidemment par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, le roi Georges, alias Moses Babeli, étant roi du Dotao. Dotao, on a longtemps pas compris que c'était le nom local du royaume de Makuria. Maintenant, on le sait. Marie étant reine-mère, Doudil étant grand échanson, Thomas étant évêque d'Ibrim, Adam étant éparque de Nobadia. L'éparque, c'est le successeur du vice-roi de Nubie, en fait. Hein. C'est celui qui représente le pouvoir de Makuria dans la Basse-Nubie. Eh bien, c'est un petit peu comme ça que ça marche en méroïtique. Hein. Vous n'avez pas de datation, mais on vous donne le nom, donc, éventuellement du roi, de la reine-mère, hein, comme vous l'avez en dessous pour la période chrétienne, et puis du prince. Et c'est ça, avec ça, qu'il va falloir se débrouiller. Hein. Alors, ceci dit, d'ailleurs, les langues étant apparentées, on a des choses assez proches. Hein. Effectivement, vous avez, dans la première ligne de Kasribrim, le roi Georges étant roi de Dotao. Donc vous avez une sorte de redondance, hein, le roi étant roi. Hein. Après, Marie étant reine-mère, bon ça c'est un petit peu différent. Et dans le texte d'Akinidad, de la stèle d'Akinidad, eh bien vous avez la même chose. Amanirenas, la souveraine, étant souveraine. Akinidad étant le prince. Hein. Et ça se fait par l'intermédiaire donc d'un participe présent du verbe être, qui se trouve à la fois en méroïtique, où c'est la forme nei, prononcée probablement ni, avec un i long, hein, et sauf à la première ligne où il y a une assimilation hein, derrière le R. Hein. Et puis en méroïtique, là je vais quand même vous le lire, hein, on voit étant roi, hein, sur la première ligne, à la fin de la première ligne, on voit uru, inin. Hein. Donc inin, c'est également un participe présent du verbe être, qui est totalement de
de la même racine que ce que nous trouvons en méroïtique, pour une bonne raison, c'est que les langues sont apparentées. Alors passons maintenant aux listes d'ennemis tués et aux listes de butins. Donc nous retournons sur notre stèle d'Aquinidad, et nous avons ce passage-là, sur lequel Griffiths avait déjà commencé à réfléchir en 1916. Donc, Abarase, c'est là, Yekedi, Kadi, c'est là, Takaka. Bien, il proposait que ça signifiait slaying men, donc massacrant les hommes, et réduisant en esclavage les femmes. Il n'était pas très sûr, hein, et les points d'interrogation sont de Griffiths et non pas de moi. Donc pendant un certain temps, on s'est dit, bon bah oui, on doit avoir des bilans ici de campagne militaire. Ensuite, Ringe Hoffman, que je vous avais présenté tout à l'heure, a travaillé là-dessus sur le même texte, donc en 1980, dans la monographie que je vous avais présentée, et a proposé que ce ne soit pas ça du tout, mais que ce soit non pas un récit de campagne militaire, mais un inventaire d'offrandes aux dieux. Donc si on reprend la citation de tout à l'heure, il faut aller voir ce qu'il y a après. Alors après, vous avez ce mot quebesse, hein, qui, à l'époque de Hoffman, est connu. On sait que ça veut dire « leur ». Et si ça veut dire « leur », eh bien, ça pose un problème. Tuer les hommes, réduire les femmes en esclavage, les leurs. Hein. Donc Hoffman dit « c'est pas possible. Amanirenas et Aquinidad ne tueraient pas ni ne réduiraient pas en esclavage leurs hommes et leurs femmes. » En fait, il faut regarder à quoi se rapporte ce possessif quebesse. Eh bien, il y a un autre mot avant qu'on prenait pour une sorte de particule, de conjonction, de coordination, hein, qui est émoqué, yemoke. En fait, ce mot signifie très probablement bétail ou bien. Et l'armée méroïtique a probablement tué les hommes, réduit les femmes en esclavage, et rasié leur bétail, leur bien, c'est-à-dire ceux des ennemis et pas les leurs propres. Donc effectivement, ici, on voit qu'on peut aller un petit peu plus loin et que la thèse de Hoffman ne tient pas. Hein. Alors elle a pensé aussi aux verbes qui sont présents. Le verbe kedi aurait signifié tuer, hein, d'après Griffiths et ses successeurs. D'après elle, eh bien, c'est un mot qu'on retrouve dans une autre stèle que je vous ai montré avant, la stèle de Tanei Damani, et qui contiendrait, elle, que des dons aux dieux, d'après elle, hein, des donations au temple, etc. Donc elle propose affecter quelqu'un à un poste, pour Kedi. Alors attendez, ça passe pas, voilà. Alors il serait extrêmement étonnant, hein, que dans une autre stèle plus tardive qu'on connaisse, la stèle du vice-roi à Brateuillet, qui date à peu près de 260 après Jésus-Christ, eh bien, on retrouve ce verbe, et ça voudrait dire que le vice-roi aurait affecté 50 ennemis Nuba, hein, puisque c'est le moment où les Nuba commencent à presser le royaume de Méroé, hein, à un temple, alors qu'il n'est pas du tout question de temple. Hein. Donc ça marche vraiment pas très bien, il fallait essayer de comprendre un petit peu mieux et de prouver que ces mots ont bien le sens que je vous ai dit. Alors on retourne un petit peu à notre arbre généalogique, parce que là, on va utiliser cet outil nouveau et extrêmement puissant, qui est la comparaison linguistique. Donc je vous avais dit tout à l'heure, hein, que nous avons ici le nubien, qui est relativement proche, hein. Dans le taman, vous avez deux langues, je le répète, hein, le tama et le mararite, et je pense que ça doit suffire pour ma démonstration ensuite. Hein. S'il y en a une autre, je vous dirai à quelle famille elle appartient. Donc reprenons notre texte, et on voit que le verbe kedi, à qui on a attribué la valeur tuer, eh bien existe en ara, donc cette langue d'Érythrée, hein, sous la forme kad, et ça signifie abattre, massacrer. Et en mararite, on a effectivement un verbe kedek, hein, qui veut dire aussi massacrer. Hein. Et on peut donc reconstruire ici la forme qui a donné le méroïtique, et qui signifiait bien tuer, abattre, couper, massacrer. Hein. Alors, le verbe takaka, hein, eh bien, bon, ce verbe-là, on a réussi à le comprendre par d'autres moyens, mais en tout cas, on retrouve des kognas, c'est-à-dire des formes de la même famille,
en nubien dongolawi, hein, nubien de Dongola, le long du Nil, avec le verbe duki, qui veut dire retirer, arracher. Hein. Et c'est le sens qu'il a ici, razzier en quelque sorte, s'emparer d'eux, réduire des femmes en esclavage, ça c'était la traduction de Griffiths. Voilà, et terminons avec ce problème de cela qui n'était pas compris. Hein. Et en fait, le mot se retrouve en vieux nubien. Hein. Alors, c'est probablement, il y a deux mots pour dire tous en vieux nubien, hein, et c'est probablement un emprunt homéroïtique, ici, plutôt qu'un cognard, c'est-à-dire une forme de la même origine. Hein. Et ce mot veut dire chaque. Hein. Donc, de ce fait, on peut comprendre maintenant la phrase de manière assurée, hein, en ayant prouvé la traduction de tous les mots. J'ai massacré tous les hommes, enlevé toutes les femmes. Hein. Voilà, bon, les Méroïtes, ils valaient pas mieux que nous, hein, ça c'est clair. Hein. Alors, on retrouve d'ailleurs dans les textes en égyptien donc de l'époque nabatéenne des choses similaires. Hein, dans la stèle de Nastacène, donc vers 320 avant Jésus-Christ, j'ai massacré des hommes en grand nombre, j'ai capturé leur chef à Yonkou, je me suis emparé de toutes les femmes. Voilà. Terminons avec l'identification des ennemis. Dans la stèle de Tanéidamani, ben, grâce à ce qui a pu être compris ces dernières années, il y a des choses qui apparaissent qui sont relativement importantes pour l'histoire de son règne. Hein. En particulier, ici, on trouve ce diptyque « J'ai tué Achotone », ensuite on ne comprend pas très bien, et son frère Naharura, j'ai tué aussi. Hein. Eh bien, en fait, ce sont des noms qui sont parfaitement méroïtiques. On peut les comparer à d'autres. Et ceci indique donc très probablement l'existence d'un complot, hein, à l'intérieur de l'élite méroïtique. On n'a pas, dans ces stèles, uniquement des mentions de combat contre des ennemis extérieurs. Il semblerait qu'on ait aussi des problèmes de rébellion interne. Alors, il existe, je vous l'ai dit, une deuxième stèle, trouvée à Amadab, hein, c'est celle dont je vous ai dit qu'elle est extrêmement mal conservée. Hein. Et là, nous pouvons aller chercher dans les premières lignes hein, qu'on comprend. Hein, j'ai usé mes yeux pendant des jours entiers au musée de Khartoum pour en faire un facsimilé. Hein, et on trouve ceci. Hein. Donc, Tameya là, hein, les Tameya, j'ai tué... alors, c'est pas tué, hein, c'est hiérarché, et on sait pas très bien ce que veut dire ce mot. Hein. Je pense que ça veut dire plutôt enlever, ou quelque chose comme ça. Hein, un petit peu comme Takaka. Hein. Et j'ai razzié chaque femme, hein, donc à la suite. Alors, qui sont ces fameux Tameya? Le mot existe en soudanais actuel, mais il désigne un petit beignet, hein, donc ça m'étonnerait que ça ait un rapport quelconque avec. Hein. Or, en 2000, a été découverte une stèle dans le temple d'Amon de Naga, que j'ai publiée avec l'ancien directeur du musée de Berlin, Dietrich Wildung, donc l'année dernière, en 2024. Et vous voyez donc ici, alors sur la stèle apparaissent juste les pieds d'un dieu, le dieu Apédémaque, mais sous le dieu, à un endroit qui est préservé, parce que la partie à gauche a totalement disparu, hein, ou presque, se trouve donc une ligne de prisonniers. Hein, et si on regarde bien, eh bien on s'aperçoit qu'ils ont des inscriptions gravées sur leur corps. Et c'est le cas de celui-ci qui n'a pas l'air très africain, hein, ni dans ses traits, ni dans son équipement. Hein. Il s'agit bien évidemment d'un soldat romain ou grec. Alors le voici. Hein. Et évidemment, on ne peut pas très bien lire l'inscription. Alors ce que je propose, c'est qu'on le tourne à 45 degrés. Et là, on voit un petit peu mieux, surtout si, si on retrace les signes avec du rouge. Et là, on arrive à lire Tameya Lao. Hein. Et ceci veut dire c'est un Tameya. Eh bien, on sait ce que sont les Tameya. Les Tameya, ce sont les Romains. Hein. Les Romains qui ont attaqué donc en 25 après Jésus-Christ, les Méroïdes qui déjà avaient lancé une expédition dans le nord, c'est vrai. Hein. Et donc, plutôt que romain, parce que par la suite, on va avoir vraiment le nom de romain, et ça sera le mot aroumé, hein, qui vient de Rome, évidemment. Hein. Mais à cette époque-là, on les appelle tout simplement les Tameya, et ce Tameya vient très probablement du mot égyptien Tchemeru, qui désigne les Libyens. Hein. Et les Libyens ayant été, en fait, les premiers blancs non égyptiens
avec lesquels les Couchites ont eu un contact. Hein, pensez à la stèle de Pianki, par exemple. Hein. À cette époque-là, les Libyens étaient installés donc, dans des petites principautés au nord de l'Égypte. Donc en fait, si vous voulez, ça signifie un blanc. Hein. C'est l'équivalent de ce que les les Soudanais appellent Khawaja, hein, ou les Égyptiens Khawaga. Hein. Donc par la suite, on aura des mots plus précis. Hein. Mais en fait, cette stèle raconte bien une partie de la guerre entre Rome et Méroé. Hein. Mais on aurait du mal à savoir si on n'avait pas trouvé cette stèle. Donc, l'État Meya, j'ai tué chacun des hommes et radié chacune des femmes. Ça correspond en fait à ce que nous disent les écrivains, les historiens et géographes grecs et romains. Hein. Je cite ici un extrait de Strabon sur cette guerre entre Rome et Méroé. Donc, gonflé de présomption par le départ d'une partie des troupes stationnées en Égypte pour suivre Aelius Gallus dans sa campagne contre les Arabes, les Éthiopiens, alors il s'agit évidemment des Couchites, hein, attaquèrent la Thébaïde et une garnison de 3 cohortes à Syène, c'est-à-dire à Assouan. Ils parvinrent à prendre Syène, Éléphantine et Philée, au terme d'un assaut soudain, en asservirent les habitants et renversèrent même les statues de César. Donc on a confirmation par les textes romains de notre traduction. Eh bien, même 50 ans plus tard, hein, la lutte contre les Romains va devenir véritablement une sorte de mythe, et les reines représentées comme des guerriers, c'est le cas ici à Naga, qui affrontent tous les peuples ennemis, hein, à la manière des Égyptiens, puisque vous voyez qu'on a une scène de massacre où elle les tient, les ennemis, par une chevelure commune. Et puis si vous regardez sous les pieds de la reine, eh bien, on voit une petite série d'ennemis. Et le premier, regardez-le avec son casque, eh ben, c'est un Romain. Hein. Pourtant, à cette époque-là, il n'y a plus de conflit entre Rome et Méroé, mais les Candaces garderont cette aura de guerrière, hein, qu'elles ont jusqu'aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'ai assisté à un spectacle complet sur la reine Amalie Charretto. Hein. Donc ces Candaces sont donc aujourd'hui encore hein, des sortes d'emblèmes de ce royaume de Méroé qui avait su résister aux Romains. Je vous remercie de votre attention.